Bien, alors je vais vous présenter la composante politique et en même temps quelques commentaires sur la composante mathématique, dans un alliage donc un peu inattendu entre politique et mathématiques. Quelles idées vont guider cette semaine? Quelles idées circulent librement entre nous et entre nos 8 disciplines? Les idées qui guident notre semaine sont des idées simples et claires, donc des idées qui divisent. En effet, ce qui divise les consciences, ce ne sont pas les idées compliquées et obscures, difficiles à mettre au jour. Tout au contraire, ce sont ces idées évidentes qui consistent bien souvent à dire « mais le roi est nu ». Ces idées qui reviennent à rappeler l'envers du décor que tout le monde connaît parfaitement, mais préférerait oublier. Quelles sont nos idées simples? D'abord, l'hétérophonie, qui pour nous veut dire foisonnement de réponses à des questions communes, coexistence d'orientation rayonnant à partir de problèmes communs, compatibilité de voix adoptant une mesure commune. Ce type de regroupement, la mathématique l'appelle archimédien. Notre collectif sera donc archimédien. Premier point de méthode, mesurer nos intuitions à ce que la mathématique peut nous apprendre, à la manière dont elle peut guider et éclairer nos voies. Notre collectif est hétérophonique, son mode d'unification est donc spécifique. Ce n'est pas l'unification polyphonique autour d'une ligne commune. À ce titre, notre collectif n'est pas spécifiquement politique. Il s'unifie autour d'une problématique partagée, susceptible de nous faire parler un même langage, de nous donner un maître étalon commun, la même mesure pour évaluer les voies, les propositions, les résultats. Notre ambition cette semaine, c'est finalement d'étendre le travail de notre collectif à tous les participants, à vous. Et de le faire hétérophoniquement, c'est-à-dire selon un type nouveau d'unification entre nous, non pas sur une ligne, non pas sur une réponse, mais sur des questions à partager, à mettre en circulation. Quelle est donc la mesure commune de nos voix hétérophoniques? C'est la capacité à reprendre activement et inventivement quelques grandes questions léguées par 68. Nous entendons ici 68 de notre nom, hétérophonie 68, au sens large. D'abord un sens large chronologique, la fin des années 60. Ensuite un sens large géographique, le monde soulevé sous le drapeau rouge du Mexique jusqu'à Shanghai, en passant par la France. Et un sens large de matière, c'est-à-dire les nouvelles propositions relevant la pensée moderne qui venaient non seulement de la politique, mais tout autant de la mathématique et de la philosophie, et qui visaient également chacun de nos arts. Quelle question 68 retenons-nous, faisons-nous nôtres aujourd'hui? D'abord, posons que 68 a bien été une révolution, et même une révolution réussie. Non pas, bien sûr, une révolution au regard du pouvoir d'État. Personne à l'époque, et j'en témoigne, n'avait cela en tête. Non pas tant non plus une révolution dans les mœurs, par exemple modernisation libérale de la sexualité, mais essentiellement une révolution dans l'idée même de politique. Une révolution ouvrant donc une nouvelle possibilité de faire et de penser la politique émancipatrice. Cette idée simple, mai 68 a bouleversé la conception émancipatrice de la politique en ouvrant de nouvelles possibilités de travail militant. Cette idée simple est aujourd'hui celle qui divise profondément. Il y en a qui ne veulent plus du tout de politique, et il y a ceux qui veulent une politique de type nouveau. Deuxième idée. Mai 68 a révolutionné l'idée d'une politique émancipatrice en lui donnant forme, en inventant pour ce faire de nouvelles formes. Donner forme à une idée, c'est ce que la mathématique appelle formalisation. Formaliser une idée est le point de passage pour pouvoir la concrétiser, pour la mettre à l'épreuve d'un réel, pour lui faire rencontrer son point propre de réel. Nous en parlerons demain matin dans la séance d'études des mathématiques à 10 h. C'est pour cela que nous disons « mai 68 nous a légué des formes plutôt que des contenus, et c'est donc à partir de ces formes qu'il faut repartir ». Précisément, nous ne commémorons pas 68. Dans « on commémore », il y a le mot « mort ». On commémore une mort commune. Pour nous, nous nous tenons contemporains de 68. Contre la commémoration, nous disons « reprendre ». Et bien sûr, nous demandons que reprendre. Reprendre n'est pas répéter, on le sait bien depuis Kierkegaard. D'où ce deuxième point de méthode.
mesurer nos intuitions à l'ombre de la philosophie qui nous guide, qui nous aide à nous situer, à nous orienter, à nous ancrer. D'où qu'au total, nous proposons de travailler à la lumière des mathématiques modernes et à l'ombre de la philosophie contemporaine. Ne pas répéter, dégager de nouveaux pas par rapport aux formes inventées en 68 implique de répondre à la question suivante. En France, quelles formes politiques ont-elles été inventées en mai 68 ? Formes qui matérialisent l'idée d'une politique émancipatrice de type nouveau. Avançons en 4. Premièrement, il y a une première forme qui s'est appelée démocratie de masse, c'est-à-dire la discussion sur les places publiques et par tous des questions idéologico-politiques de l'heure. Cette forme est la formalisation de l'idée que la politique émancipatrice est l'affaire de tous et non pas d'un détachement spécialisé, d'un parti ou de spécialistes de l'État. Deuxième, il y a cette deuxième forme qui fut celle d'amples mouvements de masse. L'appropriation des questions politiques par tous ne se limitait pas aux discussions, mais passait par de larges mouvements, débordant la répartition étatique des places, se déversant dans les rues en larges manifestations, envahissant les lieux réservés. Cette forme est la formalisation de l'idée que la politique émancipatrice implique l'existence de mouvements politiques de masse. La politique, mise alors à l'ordre du jour, ne se réduit pas au lent travail organisationnel, à la nécessaire discipline des groupes, elle implique des mouvements politisés de grande ampleur. Troisième forme, la déclaration d'une nécessaire unité étudiant-ouvrier, soit l'idée que la politique émancipatrice sera une nouveauté à mesure du fait qu'elle saura réunir étudiants et ouvriers. Cette idée fut formalisée sous forme de banderoles, de manifestations communes, mais aussi de déplacements individuels ou collectifs des étudiants vers les ouvriers et également, c'est plus oublié, de jeunes ouvriers vers les facultés. Quatrième forme, le déplacement militant vers les usines. Cette forme, c'en est une, car dire on se déplace aux usines ne caractérise nullement par soi-même ce qu'on compte y faire. Cette forme, donc, est la formalisation de l'idée que la politique doit concerner le lieu usine et pas seulement les ouvriers en général. Une politique émancipatrice ne peut laisser de côté les usines comme lieu retranché de la société, comme réserve humaine, en force de travail pour les patrons ou en manifestant pour les syndicats. L'usine doit devenir un lieu politique si la politique est bien une pensée neuve du rapport travail manuel, travail intellectuel, si la politique révolutionne bien la division du travail entre tâches d'exécution et tâches de conception, etc. Ces quatre formes, démocratie de masse, mouvement de masse, rencontre intellectuelle ouvrier, usine politisée, étaient donc bien formalisation d'idées et non pas pur formalisme ou simple habillage formel. Il est donc logique que ces formes aient profondément divisé cette décennie et n'aient nullement été consensuelles. Idée simple supplémentaire, être contemporain des questions ouvertes par la fin des années 60, c'est être absolument moderne. Ce motif des modernités nous est précieux, car il entrelace nos 8 disciplines en les enveloppant dans un temps commun de la pensée humaine. Cette semaine, je voudrais donc revenir à 68 au sens large pour examiner les questions laissées alors en plan et discuter celles qu'il y a lieu de réactiver, de reprendre, de remettre sur le métier de nos arts et de nos pratiques. Pour terminer cette intervention, qui introduit simultanément donc un peu politique et mathématique, 3 points politiques qui vont plus spécifiquement orienter notre journée de samedi. Notre journée de samedi est plutôt consacrée à la politique l'après-midi. Premier point politique. En 68, la jeunesse ouvrière a joué un rôle moteur que la Vulgate, toute tournée vers les étudiants et les leaders médiatisés, néglige ou ignore. 6 points pour en attester. D'abord, c'est la jeunesse ouvrière qui a déclenché le mouvement de grève, pas les appareils syndicaux. Deuxièmement, la jeunesse ouvrière se faisant a imposé la forme, alors tout à fait inhabituelle, de l'occupation des usines concernées. Ce n'était pas chacun étant chez soi pendant que les syndicats négocient avec les patrons. Troisièmement, la jeunesse ouvrière l'a d'autant plus imposé que ces grèves spontanées étaient sans revendication. C'était un pur et simple, on arrête le travail, on en a marre.
Il faut mesurer l'effet de désarroi que tout ceci a eu sur les appareils syndicalistes, sur les patrons et sur l'État. Quatrièmement, notons que les ouvriers ont engagé leurs escarmouches, leurs premières escarmouches, avant les étudiants, bien avant le mouvement du 22 mars. Dès le printemps 1967, grève sauvage avec occupation à la Rodiaceta de Besançon. Dès janvier 1968, grève de la Sabième, et émeute ouvrière à Caen. Dès mars 1968, manifestation ouvrière à Redon et heurts très violents avec les CRS. Cinquièmement, en mai 68, la jeunesse ouvrière a également pratiqué sa propre contre-violence, en séquestrant par exemple patron et chef. Sixièmement, enfin, c'est la jeunesse ouvrière qui a également imposé cette durée exceptionnelle de la grève, plusieurs semaines, surprise d'autant plus forte que cette grève, encore une fois, était sans objectif revendicatif. Donc, jeunesse ouvrière et jeunesse étudiante ont parallèlement agi, se croisant et se retrouvant dans les manifestations communes. Ce sera l'enjeu politique des années qui suivront que de s'attaquer à des organisations politiques communes. Ceci nous lègue aujourd'hui une question: qu'en est-il désormais de ces alliances, indispensables à toute politique d'émancipation, alliances que le parlementarisme s'acharne à empêcher, à décourager? Deuxième point politique. S'il y avait alors dans ce pays, en France, deux jeunesses séparées, aujourd'hui nous en avons trois. La jeunesse s'orientant vers le travail intellectuel, la jeunesse orientée vers le travail manuel, disons la jeunesse plus proprement ouvrière, et une troisième jeunesse que le capitalisme considère désormais comme en trop, c'est-à-dire inexploitable. Jeunesse abandonnée, cantonnée, mise au banc, banlieusardée. Cette jeunesse en trop n'existait pas en 68. Le capitalisme manquait alors de main-d'œuvre en France et toute force de travail était pour lui bonne à exploiter. Il faut dire qu'à l'époque, il ne disposait pas des réserves de main-d'œuvre de la Russie, des pays de l'Est et de la Chine. À l'époque, le fameux plombier polonais ne faisait pas concurrence aux plombiers français. Unir politiquement la jeunesse, tâche à reprendre de 68, c'est donc travailler à rapprocher ces trois jeunesses, intellectuelle, ouvrière et délaissée. L'examen de la jeunesse de ce pays, dans sa diversité et en vue de sa possible unité, sera l'enjeu spécifique de notre samedi après-midi. Troisième et dernier point. Ce pays, la France, se vit désormais comme une forteresse, cramponnée à la défense de ses privilèges et de son confort face au reste du monde. C'est pour cela que l'affect dominant dans ce pays est aujourd'hui la peur. Non pas la peur des attentats, mais la peur de perdre ce vieux confort qui fait l'admiration des innombrables touristes venant chaque année le visiter. Il faut plus que jamais le rappeler. La France est un pays riche, car elle s'enrichit depuis des siècles sur le dos des peuples et des pays exploités. D'abord par l'esclavagisme, depuis le XVIe siècle, puis par le colonialisme, depuis le XIXe, et enfin par l'impérialisme, depuis précisément les années 60. Le programme de De Gaulle était précisément de faire passer la France de puissance coloniale à puissance impérialiste et néocoloniale. On ne peut penser aujourd'hui une politique d'émancipation en France sans penser à échelle de l'humanité tout entière, sans mettre en cause la dimension impérialiste de la France dans le monde, sans discuter de la France libérale tout autant qu'impériale. Sinon, tout mouvement purement interne se conçoit comme une autre manière de partager un gâteau impérial en voie de rétrécissement. Bien sûr, dans ce pays, la misère se répand, comme elle se répand d'ailleurs à l'intérieur des États-Unis. Bien sûr, dans ce pays, un apartheid social et culturel se met en place, sous le signe de la détestable décentralisation de Gaston Defferre qui visait en fait à la répartition des territoires. Bien sûr, il faut se révolter contre cette misère, contre cet apartheid, contre l'ensemble des injustices qui veulent dessiner une France libérale et impériale. Mais il faut alors le faire avec un horizon stratégique plus large, qui ne saurait se réduire aux frontières de ce pays, et moins encore à celles de l'Europe de l'Ouest, laquelle n'est qu'une forteresse élargie. Notre ami Alain Badiou nous rappelle qu'en politique, il existe deux voies,
le capitalisme et le communisme. C'est là une condition même de l'existence de la politique, une sorte de transcendantal subjectif, pour parler comme lui, sans lequel il n'y a politiquement que des luttes, des résistances, des revendications. Sortir de l'opposition politique, de l'anticapitalisme, de la résistance sociale, quelque nécessaire par ailleurs que tout ceci puisse être, implique d'articuler autrement ce pays à l'unique monde de l'humanité tout entière. Nous reparlerons en détail de tout ceci lors de notre soirée du samedi sur la base de propositions et non plus simplement de critiques. Au total, donc, cette semaine se déploie sous le signe de 68 en déclarant ni nostalgie, ni mélancolie, ni activisme. Reprenons.